Hello, c'est Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve un nouvel épisode de Au pays de Jenny, le podcast où on parle de JDR avec des gens extraordinaires. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Lestat. Salut. Salut Jenny. Ça a tardé un peu cette invitation, dis donc. Je me suis dit, pendant cette interview, il va falloir que je fasse un réel effort pour qu'on reste poli. Parce que j'ai Oui. l'impression que le contact de l'un avec l'autre nous rend particulièrement vulgaires. Parle pour toi, moi je connais pas de mots vulgaires, c'est faux. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et on va essayer d'être le mieux élevé possible pendant au moins 30 minutes. On va essayer. Crois-tu qu'on va y arriver? Oui, je nous fais confiance. Non, en fait c'est faux, mais c'est pas grave. Allons-y. Au moins Pré- qu'on s'insulte pas avant la fin. Ça serait bien. Exactement. Ça va être, Voilà. ça va être un effort, mais nous allons y arriver. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, nous dire qui tu es? Oui, je peux. Donc, Lestat JDR, de la chaîne du même nom. J'ai 37 ans, je pense que je vais pas m'étendre plus sur le côté privé. Voilà, 37 longues années. Et donc, je suis détenteur de la chaîne Lestat JDR, qui est une chaîne de jeux de rôle, dont la devise est de vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales dans le jeu de rôle. Donc, toutes les capsules que je propose ou les cafés JDR, donc qui sont des entretiens, vise à mettre en exergue comment on peut réussir à proposer ce personnel et ce viscéral, que je ne vais pas définir ici, ça prendra un petit peu de temps, dans le monde du jeu de rôle, mais en gros, vivre les parties en intensité. Voilà, pour faire très simple, et toute la chaîne tourne autour de ça. Et puis j'ai aussi une chaîne secondaire d'Actual Play. Voilà. Ok. Et pourquoi Lestat JDR? Pourquoi le nom de cette chaîne? En fait, ça vient d'abord du pseudo Lestat que j'ai employé sur Internet depuis maintenant longtemps parce que j'adore ce personnage-là, Lestat, le vampire, bien sûr. J'aime beaucoup le mythe vampirique et ce personnage en particulier. Probablement d'ailleurs plus dans le film que dans le livre. J'avoue que la performance de Tom Cruise m'avait éveillé à ce personnage-là. Il me semble que j'ai lu le livre après. J'ai un doute, mais il me semble que c'est ça. Ok. Et donc, comme c'est mon pseudo le plus courant sur Internet, j'ai utilisé ça pour la chaîne, tout simplement. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ta chaîne? T'en as dit 2 mots, mais de façon un peu plus détaillée. Qu'est-ce qu'on peut trouver en allant voir ta chaîne YouTube? Alors, sur la chaîne principale, donc Lestat JDR, on va avoir justement des cafés jeux de rôle qui sont des entretiens. Il peut y avoir, en général, c'est moi et un intervenant, un invité, sur un format long, pour le coup. On rentre dans le détail autour d'un sujet qu'on va définir avec l'invité. Donc, ça varie grandement. Il peut y avoir 3 personnes aussi, ça peut arriver, mais c'est plus rare. Et puis, des capsules plus ou moins longues, où là, c'est moi qui parle. Voilà, je parle. Et je vais choisir des thématiques justement, souvent assez précises d'ailleurs, que je vais approfondir Ok. sur des formats d'une demi-heure à 1 heure, parfois 20 minutes quand je fais synthétique. Oh là là, tu y arrives? Ça m'arrive. Et comme je le disais, l'objectif, c'est de m'attacher à des sujets qui, selon moi, bien sûr, contribuent à obtenir un rendu personnel et viscéral, c'est ma devise, dans le jeu de rôle, donc à créer de l'intensité, à créer du rythme, parce que c'est un élément essentiel, de la densité dans les parties. Ok. Plutôt du point de vue du MJ, donc tes capsules. Oui, principalement, même si de temps en temps, une fois tous les 4 mois ou tous les 5 mois, il y a Kaku qui intervient pour parler du point de vue du joueur. Ça m'arrive aussi, mais beaucoup plus rarement. J'avoue que c'est plutôt un axe MJ. On trouve aussi quelques vidéos de ces JDR qui m'ont fait. Certes. Oui. Qu'est-ce que c'est, ce concept? En gros, je passe en revue des jeux de rôle qui ont contribué à faire de moi le maître du jeu que je suis aujourd'hui, parce que j'ai accroché à une thématique, parce que j'ai aimé à une manière de voir le jeu de rôle. À titre d'exemple, le jeu Vampire la Mascarade, et plus précisément Vampire Requiem, ça m'a éveillé au côté introspection du jeu de rôle, le fait de faire du jeu de rôle en s'attachant aux pensées du personnage, vraiment à ce qu'il est. Mhm. Je l'avais vu dans littérature, mais j'ai vu grâce à ça qu'on pouvait le faire en jeu de rôle aussi. Voilà, c'est un exemple. Et j'essaie de faire honneur à ces jeux, même si je n'y joue plus. Ils ont largement contribué à me former en tant que maître du jeu. Ok. Et justement, tu as aussi une chaîne secondaire, donc compte personnel et viscéraux. Tout à fait.
Et donc là, tu noteras que j'essaye de faire des phrases courtes, tu as vu, hein, Je te sens même un peu guindé. Tu as quand même le droit de te laisser aller. Hein. Voilà, j'essaie de faire synthétique pour te faciliter la tâche. Ça me coûte. J'ai l'impression de me séparer d'un rein. Et donc, Compte personnel et viscéraux, c'est une chaîne que j'ai commencée seule, qui s'appelait d'ailleurs pas comme ça s'appelait Les Stats, Comptes et Légendes au début. Et là, je propose des actual plays. J'ai pas voulu mélanger la partie actual play et la partie capsule, même si ma chaîne principale fait souvent référence à ma chaîne d'actual play. Si les gens veulent voir des exemples de ce que je veux dire quand je parle dans mes capsules, je proposais mes parties de jeux de rôle, donc au sein desquelles j'étais maître du jeu. Au départ, c'était que ça. C'est des parties qui ne sont pas montées, il n'y a aucun montage, y compris sur l'ambiance sonore. Tout ce qui est entendu par les gens, c'est exactement ce qui s'est passé dans la partie. Il n'y a aucune modification. Les seuls montages qui peuvent intervenir, c'est s'il y a eu un problème technique à un moment. Et voilà, je gomme le problème technique pour éviter. Voilà, c'est le seul truc. Donc c'est ça. Et depuis quelques temps maintenant, je ne sais plus combien de temps, j'ai mutualisé ça avec des amis à moi qui ont une manière de jouer assez similaire. Enfin, c'est mon groupe principal, majoritairement. Et donc, eux ont commencé à proposer leurs propres actual plays, auxquels je participe souvent d'ailleurs. Et donc, on a un peu plus de contenu maintenant. Ok, une sorte de regroupement d'actual play, quoi. Oui, en somme, c'est ça. Mais qui ont la même ligne, si j'ose dire. On est voilà, on essaye, même si on a tous un style quand même différent, on est tous sur l'axe personnel et viscéral. Donc forcément, on va retrouver une filiation d'un actual play à l'autre. Ok. Sur cette chaîne, on y retrouve aussi les campagnes que tu as pu mener, dont une qui vient de se clôturer et que tu as commencé en mai 2024. Exactement. Sans nous spoil la fin et le déroulé pour les personnes qui veulent suivre l'actual play, mais quand même une 40aine d'épisodes d'après ce que j'ai vu. C'est quand même un gros morceau. Comment tu as vécu cette campagne ? Alors, je te pose la question un peu de façon hypocrite, parce qu'on en avait parlé ensemble à la création. Et je sais que tu as mis beaucoup d'énergie dans la création de cette campagne. Mais est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Comment ça s'est passé pour toi, de la création jusqu'à l'aboutissement ? D'ailleurs, je tiens à dire que quand je t'en parlais au moment de la création, c'était la première fois que je partageais la préparation d'une campagne avec quelqu'un. C'est vrai. C'était à la fois, d'ailleurs, le fait de partager ça, c'était à la fois, je ne vais pas dire libérateur, mais ça me permettait de ne pas être seul avec cette préparation et de partager mon enthousiasme avec quelqu'un. Et d'un autre côté, je me sentais complètement à poil quand je te dévoilais tous les secrets de l'intrigue. Oui, je me souviens. Moi, je me sentais très mal. J'ai d'ailleurs beaucoup évité ton Discord pendant quelques temps pour être sûr de ne pas lâcher quelque chose qu'il n'aurait pas fallu. C'est vrai que ça aurait été terrible. Ça aurait été terrible. Oui. N'étant pas très doué pour garder des secrets s'ils ne sont pas hyper importants, enfin des détails en tout cas, ça aurait pu sortir facilement. Et je sais que pendant un petit moment, je me suis bien effacée des conversations en me disant faut surtout pas que je gaffe. Figure-toi que c'est moi qui ai fait la première gaffe. Je crois que je t'en ai parlé d'ailleurs. Oui. Je vais commencer par cette anecdote d'ailleurs pour dire comment j'ai ressenti cette campagne. Après, je ferai une réponse un peu plus globale. Il y a un des secrets, alors qui heureusement n'était pas structurant pour la campagne. Je pense que c'est la plus grosse erreur d'intrigue que j'ai commise dans le jeu de rôle. Enfin, j'ai spoilé un truc à un moment dans la partie pour un concours de circonstances de dingue. Et j'avoue que j'ai eu une descente d'organes au moment où c'est arrivé, tellement ça m'a frustré. Je peux pas donner tous les détails sans spoiler, donc je m'abstiendrai. Ça a même eu des conséquences vertueuses d'ailleurs, parce que ça m'a obligé à m'adapter. Et j'ai enrichi finalement tout ce qu'il y avait autour de ce spoil. Et au départ, je l'ai enrichi pour cacher le spoil. Ok. Ouais, c'est assez étrange. Et le fait d'avoir dû enrichir de cette manière, ça a donné une consistance supplémentaire à cet élément-là. Pour te dire même, c'est encore plus drôle, parce que je pensais donc qu'au lieu d'en faire une surprise absolue, je me suis dit, on va en faire un truc tabou que tout le monde sait. Et puis comme ça, quand ça sortira pour de vrai officiellement, les joueurs vont pouvoir jouer leurs personnages qui vont dire oui, on le savait, on avait compris, etc. Okay. Et en fait, quand c'est sorti, le joueur concerné, le plus concerné, n'était pas du tout dans cette disposition et est tombé de sa chaise. Ah oui. Et ça m'a encore plus surpris parce que je disais mais attends, comment ça t'as pas compris? Donc voilà,
très drôle ce qui a tourné autour de ce spoil de ma part. Sinon, 44 sessions, c'est la plus longue campagne que j'ai faite en termes d'heures de jeu. Ok. Voilà, c'est pas celle qui s'est étalée sur le plus grand nombre d'années, loin de là. Mais en revanche, oui, en termes d'heures de jeu, c'est la plus longue de très loin. Ok. Ça a été, honnêtement, je veux pas en faire des tonnes parce que ça reste du jeu de rôle, mais ça a été une expérience vraiment formidable. Je pense que ça a même resserré des liens entre les joueurs. Ça en a même créé parce que en fait, on a gagné un ami au cours de cette campagne. Un joueur est parti et dans la campagne, un autre est arrivé plus tard. Enfin bref, c'est un peu particulier. Il y a eu beaucoup de mouvements. Ok. Mais ce qui fait que déjà la campagne a été géniale. Enfin, on a tous adoré, on a tous passé d'excellents moments. Il y a tellement de moments mémorables dans cette campagne. On a fait un débrief de 4 heures à la fin de la campagne qu'on publiera d'ailleurs en janvier. Ouais. Et au cours des 4 heures, on n'a même pas pu mentionner tous les moments mémorables de la campagne. Ok. Et ça a été une expérience, et je vais terminer d'ailleurs cette réponse globale par un micro-spoil. C'est pas vraiment un spoil du contenu, mais sur la forme. Ça m'a permis à la fin, dans la dernière session, en plein milieu de l'action, lorsqu'elle est à son apothéose, lorsque tout s'apprête à avoir une conclusion, on est dans un rythme effréné. Et en fait, je fais une parenthèse avec une musique, et je demande à tous les personnages, d'abord, ce qui défile devant leurs yeux, mais d'un point de vue roleplay. Et une fois que tout le monde a répondu, je commence à m'adresser aux joueurs. Et en fait, je brise le 4e mur. Et ça a été un moment très intense pour nous. Parce que et je leur demande quel moment de la campagne a été mémorable pour toi. Et là, on se parle de joueur à joueur pendant cette parenthèse en plein milieu de l'action. Et ensuite, on replonge ensemble. Excellent. Voilà. Donc, je pense que ce moment-là que je te décris représente vraiment la manière dont j'ai vécu cette campagne. Oui, de façon intense tout au long. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi cette campagne parlait ? Est-ce que tu peux nous la présenter pour les gens qui auraient envie d'aller suivre les actuels plays ? Oui, par où commencer ? C'est la 4e campagne qui se déroule dans mon univers maison, que sont les royaumes sélonites. Donc, c'est un univers médiéval fantastique à tendance low fantasy, en tout cas dans la proposition de départ, parce qu'il y a des éléments où quand même le fantastique, la fantasy est très présente, dont les fondements politiques sont très ancrés ou très inspirés de l'histoire de France. En tout cas, certains aspects de l'histoire de France. Je pioche beaucoup. Donc ça, c'est pour l'univers, pour faire très simple. Donc voilà, il y a une base très, très cartésienne dans la création de cet univers. Et au-dessus de ces inspirations bel et bien historiques dans la géopolitique, j'ai beaucoup de mysticisme, de mythes, même mythes et légendes, et de merveilleux aussi qui vient saupoudrer un peu tout ça dans cet univers-là. Et donc le ciel ici-bas, c'est la 4e campagne dans cet univers. C'est important de le dire parce que moi, ce que j'aime faire, c'est même pas les mêmes personnages joueurs qui se retrouvent d'une campagne à l'autre, mais il y a une chronologie, c'est-à-dire qu'une campagne, elle a un impact et elle va influencer la suite, et finalement souvent elle est à l'origine, directement ou indirectement, de la campagne qui va suivre, même si c'est une histoire complètement différente. Je crée une sorte de fresque comme ça avec les joueurs. Oui, tu arrives même à faire des liens directement, des petits clins d'œil aux campagnes passées dans ta campagne actuelle. Absolument, et c'est même plus que des clins d'œil parfois, parce que souvent les prémices, ce qui génère les éléments perturbateurs qui mènent à une campagne sont dus au choix et aux décisions et aux actes des joueurs dans la campagne précédente avec leur personnage précédent. Donc il y a vraiment une continuité, les campagnes contribuent à faire avancer et évoluer l'univers. C'est pas un univers stagnant où on va refaire des choses à chaque fois. Non, il y a vraiment une évolution tangible, et ça c'est un plaisir pour tout le monde de suivre ça, et parfois il y a des liens qui sont plus que des clins d'œil. Maintenant, chaque campagne a quand même son identité propre, et le ciel ici-bas, c'est un mélange entre, c'est une campagne que j'appelle un peu en élévation, d'où le terme, donc un mélange entre une esthétique du progrès, où on sent que ce sont les prémices du steampunk, bref, ou d'un magic punk. Tu vois, on sent quand même la technologie qui commence à prendre son essor dans cet environnement plutôt médiéval renaissance, avec du beau progrès, des envolées technologiques, des recherches, une pointe d'espionnage aussi dans tout ça, et qui se confronte et se mélange avec, au contraire, les forces primordiales d'environnements hostiles par leur milieu naturel, par les anciennes croyances qui reviennent. Et c'est un peu comment ces deux choses-là parfois s'opposent, parfois se rassemblent, parfois se servent les unes les autres. Et aussi, pour finir, dans les thématiques, on a beaucoup d'émerveillement qui contrastent avec des moments très durs, très violents, très âpres.
Oui. Je m'arrête là parce que sinon je vais en parler pendant 15 plombes. Mais non, mais je veux pas non plus que tu te frustres, hein. Si tu as quelque chose à dire, vas-y. Bah, si je devais rajouter ça à cela, alors une dernière, il y a beaucoup dans cette campagne, comme d'habitude dans les miennes, il y a beaucoup de secrets, de choses à découvrir, de liens bien sûr personnels entre ce qui se passe et les personnages qui vont découvrir. Et en plus que dans toute autre campagne que j'ai pu mener, ces éléments, ces secrets vont dévoiler tout un nouveau pan du lore de ce monde perso maison qu'est les royaumes sélénites. Surtout sur le plan mystique, plus on avance dans la campagne, plus il y a de mysticisme, de mythologie même, qui s'ajoute au conflit bel et bien humain. Trop bien. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, tout ce que j'ai balancé là, mais... Écoute, si même moi je comprends, c'est que c'est pas mal. C'est un miasme d'information, et j'utilise pas ce terme de manière anodine, puisque une grande partie de la campagne se passe dans un endroit qui s'appelle le Bourbier, et donc il y a beaucoup de vases, de marécages et de choses comme ça. Un endroit fort sympathique à la description. Exactement. Beaucoup de moustiques. Ouais. Ça, c'était pour le côté campagne, en tout cas pour la dernière. Et tu crées aussi des one-shots. Ouais, en effet. Tu as une sorte de répertoire maintenant de one-shots que tu as fait jouer à plusieurs reprises. Oui, exactement. Autant dans les campagnes, j'aime beaucoup rester dans mon univers maison, je le fais évoluer. Pour l'instant, je ne trouve pas d'intérêt de lancer des campagnes dans d'autres univers que celui-ci. Ok. La diversité, je la trouve à travers la diversité des histoires, des thématiques qui sont abordées dans les campagnes. En revanche, dans mes one-shots, c'est là que je peux me faire plaisir sur vraiment des choses complètement différentes, puisque chaque one-shot se passe dans son propre univers d'une certaine manière, même si c'est le nôtre, c'est l'univers de ce one-shot-là. Il se suffit à lui-même, c'est ça que je veux dire. Donc je peux aborder plein de choses, plein de thématiques, plein de genres, plein de constructions de scénarios qui sont différentes d'ailleurs. Oui. C'est un grand plaisir de faire ça, ça demande aussi beaucoup de travail parce que mes one-shots ne sont pas... c'est pas, tiens, on a un créneau dans 2 semaines, je vais vous pondre un petit truc. Moi je fonctionne pas comme ça, je n'arrive pas à fonctionner comme ça. Donc je vais passer du temps, comme tu l'as dit, c'est en gros quand je travaille sur un one-shot, il a toujours vocation à être ajouté à ce que j'appelle effectivement mon répertoire. Ça fait un terme un peu pompeux, mais je trouve pas de meilleur terme parce qu'ensuite je les refais jouer et ils font partie de ma vie de maître du jeu, si j'ose dire. Oui, je trouve pas ça pompeux du tout, hein. C'est juste que tu as plusieurs one-shots dans ta manche qui sont tous très différents les uns des autres. Donc par logique, je dis répertoire, mais c'était pas dans le sens... c'était pas négatif en tout cas. Non, d'ailleurs, en fait, je pensais même que tu reprenais le terme que moi j'emploie. C'est amusant, ça n'avait pas l'air d'être le cas finalement. Ouais, c'est Non, exactement du tout. ça que j'emploie. C'est exactement le terme que moi j'emploie. C'est pour ça que je pensais que tu le reprenais. Et je construis toujours ces one-shots parce qu'en fait, je vis tellement le one-shot quand je le prépare, quand je le fais jouer. Et enfin, je les aime beaucoup en fait, ces one-shots. Donc, ils sont pas créés pour disparaître. Ils sont créés pour de temps en temps être ressortis, être joués auprès de plusieurs tables. Et ils existent ensuite dans mon inconscient jeu de rôle. Ils sont là, ils contribuent à me façonner en tant que maître du jeu et tout ça. Et on en parle avec mes joueurs, avec les gens qui les ont joués. Certains les font jouer en plus maintenant. C'est une expérience un peu particulière. D'ailleurs, on pourra peut-être en discuter, qui a double tranchant, je trouve. Mais oui, c'est très important. Ça demande beaucoup de boulot de les faire parce que c'est nouveau à chaque fois. Complètement, je pars de rien à chaque fois. Pour les avoir quasiment tous joués, je crois qu'il n'y a que le dernier que j'ai pas fait. Oui. C'est toujours effectivement des univers différents, des enjeux différents. Enfin, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre pour moi, dans ce que tu proposes. Je te remercie de le dire et c'est exactement... c'est même pas tant ce que j'essaie de faire au sens strict parce que j'aurais pas trop de problème à ce qu'on trouve des passerelles. Et d'ailleurs, hein, on sent qu'il y a quand même, je pense, une patte. Les gens qui jouent tous mes one-shots, même s'ils sont très différents, reconnaissent le fait que ça a été créé par moi, pour le coup. Donc il y a certaines passerelles qui existent, c'est évident. Je peux avoir plein d'approches, comme je l'ai dit, c'est plusieurs thématiques que j'aborde, même la manière dont je les construis, dont je les prépare. Vraiment, techniquement, la manière dont ils sont faits, l'envers du décor, c'est pas la même chose d'un one-shot à l'autre. Donc c'est un plaisir différent. Et puis, ça permet de plonger dans des ambiances vraiment variées, mais toujours avec cet objectif de personnel et viscéral. Il y a souvent des choses à découvrir, plusieurs niveaux de lecture, des rebondissements, des attachements personnels. Des choix à faire absolument Des choix terribles. cornéliens. Exactement, bien sûr. La souffrance des joueurs est au centre de ces one-shots. Et oui, à noter quand même que tu es le premier MJ qui m'a fait craquer à une table. Mais pas craquer dans le sens... mauvais du terme. Moi, quand j'ai commencé le jeu de rôle, autant je pouvais décrire ce que mon personnage ressentait, autant j'avais beaucoup de mal à me laisser aller au ressenti du jeu de rôle. Et c'est donc sur Comet avec toi
que vraiment j'ai eu la sensation que la porte de la cage s'ouvrait, quoi, et que ça y est, toutes les émotions étaient déversées. J'ai un souvenir très particulier de ce one shot avec toi et ça revient très souvent, hein, dans les conversations avec les personnes avec qui j'ai pu jouer, avec Renard particulièrement, de dire: «Ah ouais, non mais Comet quoi, c'était tellement fou». Le pire, c'est que je me souviens de cette partie. D'ailleurs, à ceux qui nous écouteront, l'actuel play de Comet, le premier, parce qu'il y en a un deuxième qui est sorti, mais c'est pas moi le MJ. Donc le premier sur ma chaîne, c'est celui avec toi, Oui, justement. Donc les gens peuvent écouter exact. le Comet où tu es joueuse. C'était d'ailleurs la première fois que je faisais jouer ce scénario quand tu l'as joué. Oui, c'est vrai. Et oui. C'était avant que je le fasse jouer à mon groupe en live, en présentiel, dans un chalet avec un télescope dans la pièce, au coin du feu. Ouais. C'était une expérience de dingo aussi. Et je me souviens effectivement que ce qu'on avait déjà joué ensemble avant, je te l'avais dit d'ailleurs, même en tant que joueuse, j'avais moi aussi perçu le fait que cette cage s'ouvrait et que tu avais laissé transparaître ce côté-là, émotion qui avait transpiré. Ça se ressentait tout à fait. Ouais, ça avait vraiment été le déclic effectivement. C'est un scénario qui fait souvent cet effet-là. Enfin, il y a beaucoup de gens qui, Oui. pour le coup, enfin beaucoup de gens, dans le cercle des gens qui me côtoient, c'est un scénario qui revient. C'est marrant parce que, à la fois, j'en suis absolument ravi, bien entendu. Surtout que quand je l'ai proposé au départ, j'avais dit c'est un genre de patchwork. Je sais pas si les gens vont Oui, comprendre, vont c'est se mettre au vrai. diapason de ce que je veux. C'est Je me vrai, suis je dit me bon, souviens. ok. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est le scénario qui a le plus marqué, ce qui est donc très positif pour moi, et puis aussi un peu frustrant, parce que mais alors, par contre, là, je vais chercher un peu loin, je me fais des nœuds au cerveau pour rien, hein. Mais la raison aussi pour laquelle je pense qu'il marque les gens, au-delà de l'histoire, de tout ça, c'est que c'est pas commun en jeu de rôle. Les gens se disent mais le jeu de rôle, ça peut aussi être ça. Oui. Et donc, il y a le côté, entre guillemets, originalité. Et autant j'en suis content, autant ça peut faire de l'ombre, paradoxalement, aux autres one-shots que je propose, parce qu'on va me dire Comet. Et moi, je le trouve pas forcément mieux que les autres. Je l'adore, hein, c'est pas le problème. Mais souvent, je me dis, mais c'est aussi parce que c'était le premier qui t'a fait vivre ça. Oui. Et en fait, après, mine de rien, on s'habitue quand même quand on retrouve. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et ben je te rejoins complètement parce que pour le coup, Comet est celui qui m'a le plus marqué dans ceux que tu m'as fait jouer. Et d'autant, c'est pas celui que j'ai préféré. En tout cas, c'est pas le meilleur souvenir de one shot avec toi. C'était lequel? Je crois que de tous, c'était quand on avait joué le parallèle de Terminator. Ah oui. Oui. Ah, ça, c'est un one-shot surprenant. J'avais trouvé le rythme autant très fort et autant les personnages très poussés justement dans ce qu'ils étaient, dans ce qu'ils portaient et tout ça. Je trouvais que c'était un parfait équilibre et j'ai un très bon souvenir de cette soirée, meilleur que sur Comet, mais c'était pas du tout le même effet en fait. Bah non, et c'est le but justement. Moi, je suis très content parce qu'effectivement, dans les one-shots, le but c'est qu'ils aient tous un. Et justement, ça rejoint ce que je disais. En fait, ils provoquent, si les gens ça leur provoque quelque chose, en tout cas pour ceux à qui ça provoque quelque chose, ça provoque un effet complètement différent, chacun des one-shots. Or, dans un scénario comme Comet, qui est très émotionnel, forcément la nature des sujets qui sont abordés vont marquer, mais même indépendamment du scénario lui-même, parce que c'est ces sentiments et cet effet-là qu'on recherche, tu vois, intrinsèquement. Donc d'une certaine manière, c'est presque injuste pour d'autres one-shots qui poussent d'autres thématiques. Enfin, elles vont faire moins vibrer cette corde émotionnelle, ce qui ne veut pas dire, voilà, un scénario n'a pas besoin de faire vibrer la corde sensible émotionnelle pour être un bon scénario. Oui, non, je pense qu'il faut vraiment les voir comme juste des sujets différents. Après, oui, Comet est celui qui m'a permis, en tout cas, de libérer quelque chose. Mais au-delà de ça, non, les autres scénarios que tu proposes sont tous, comme je disais, sur des thématiques variées et qui permettent à chacun de pousser quelque chose, de toute façon. Après, c'est aussi ça, là je le dis presque pour moi-même, c'est l'intérêt de proposer des one-shots variés avec des thématiques, tout ça, des styles de jeux différents, c'est qu'en fonction des gens, il y en a, ils vont préférer celui-là, d'autres celui-ci, et je le vois d'ailleurs dans les retours. D'ailleurs, ça me fait toujours plaisir quand il y en a un qui me dit mon préféré c'était celui-là, et que c'est un scénario qui ressort moins dans ceux qui sont préférés par les joueurs. Ça me fait toujours plaisir, celui-là, oui, moi aussi je l'aime bien, tu vois. Parce qu'en fait, les scénarios, je vais pas comparer ça, mais c'est un peu à un autre niveau, hein, bien sûr, mais c'est un peu comme mes enfants, je les aime tous pareil en fait. Donc, je suis ravi quand on me dit j'ai adoré celui-là, il était génial. Ouais, mais les autres, ils sont bien aussi. Tu vois. Et oui, forcément. Et donc, tu dis que ça crée chez toi quelque chose d'un peu paradoxal, le fait de voir tes créations rejouées par d'autres MJ? Ouais, j'en ai pas encore parlé d'ailleurs, je crois, de ça. Au début, c'est Gauvin,
qui est un de mes joueurs maintenant, enfin c'est un de mes amis, tout ça. Et justement, c'est le joueur qui a rejoint le plus récemment ma campagne. Ok. Et c'est lui le premier, je crois, qui a commencé à faire jouer mes scénarios. Au début, je me suis dit, j'étais très flatté par ça, au début. Et je me suis dit, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça donne et qu'ils me disent comment ça s'est passé, tout ça. Ok. En plus, Gauvin, il voulait que je lui donne des conseils en plus, donc j'ai pu lui donner des conseils à travers le fait qu'il menait mes scénarios. J'écoutais les actual plays. Donc très intéressant. Et puis ça a commencé à devenir un peu plus régulier à mesure que les actual plays gagnaient un petit peu à mon niveau en audience. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé de plus en plus. Il y en a qui font jouer mes scénarios assez régulièrement. J'en ai écouté quelques-uns et ça m'a provoqué pas un cas de conscience, mais j'étais à la fois ultra content. Surtout que le côté positif, c'est que des fois, j'avais des gens que je ne connaissais pas qui venaient me dire, d'ailleurs, je les remercie de faire cette démarche-là, c'est vraiment très sympa de leur part. Ils l'ont joué, mais pas avec moi. Et ils venaient me dire quand ça leur avait plu. Ah oui, génial. Sur mon Discord, juste pour ça. Ouais. Je pense à Jefferson, par exemple. C'est la première fois que je lui ai parlé quand il avait joué Comet avec Mans. Ok. Donc ça, c'est génial. En plus, ça me fait rencontrer d'autres gens. Ça me fait discuter avec d'autres personnes, avec qui je joue ensuite parfois. Et puis d'un autre côté, quand je les écoute plus maintenant, parce que quand je suis très protecteur de mes créations et quand j'en écoute un et que je me dis là il a pas mis la musique qu'il fallait ou là il a décidé de couper ça, il pense que c'est un bon choix et moi je pense que c'est pas du tout un bon choix. Et en fait je me rends compte qu'il faut pas que je les écoute parce que les gens doivent se les approprier. Oui. Ces scénarios. Et je sais que ça va pas être la même chose que quand c'est moi qui les maîtrise. Bien sûr. Je l'accepte, mais des fois, ça me titille. Et des fois, je me dis, quand quelqu'un l'a joué ailleurs, c'est peut-être prétentieux. Je me dis, ça aurait pas été pareil si tu l'avais joué avec moi. Je dis pas que ça aurait été mieux ou autre. C'est juste, c'était pas c'est pas exactement, forcément, tu l'as pas eu exactement comme moi je l'ai vu. Forcément. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a aussi toute la notion. Alors attention, c'est pas une critique pour faire jouer des scénarios du commerce. Même si tes scénarios ne sont pas ceux du commerce, mais c'est très différent de créer un scénario et de prendre en main un scénario qu'on n'a pas réfléchi. Donc forcément que la façon de le maîtriser est très différente et je peux comprendre cette petite frustration, genre mais non, mais à ce passage-là, c'était super important de dire ça, tu vois. C'est complètement normal. Mais le pire, et j'ai bien conscience que ce que je vais dire n'est pas... j'attends pas à ce qu'on dise que j'ai raison, c'est une constatation. Le pire dans tout ça, c'est que quand j'entends quelqu'un qui, au contraire, essaie d'être extrêmement fidèle à ce que je fais et qui même parfois me paraphrase, des fois, si je n'écoute que mon sentiment, ce que je ne fais pas en général pour prendre des décisions, il faut le savoir, mais ça va même peut-être parfois m'irriter. Ça c'est de moi, tu vois, je vais me dire, ça c'est de moi, je vais pas dire que c'est plagié, mais oui, là. Ouais. Voilà. Et à côté de ça, quand ils le font différemment, je me dis, c'était mieux comme ça. Tu vois, c'est vraiment... Donc, en fait, il n'y a pas de bonne réponse. Je sais très bien qu'il faut juste que... Et c'est ce que je fais, il faut juste que je me libère complètement de ça, ce qui est le cas maintenant. Et puis, parfois, on vient me demander aussi... un autre truc, je suis honnête, on vient me demander que je livre toute l'ambiance sonore pour qu'ils puissent faire jouer les scénarios. Et moi, depuis le début, je dis, si vous venez me demander, je vous donne les trucs. Quand j'ai le temps, quand je peux, je vous balance le truc. J'ai pas de problème avec ça. Ok. C'est vrai. Et en même temps, à chaque fois que je le fais, ils vont le savoir maintenant, les gens, je me dis, putain, moi, j'ai passé des heures à faire ça. Ben oui. Et je te le balance comme ça. Je me dis... Bah oui, quand même. Bon, et au final, je le fais quand même. Et voilà. Donc, mais je trouvais ça amusant de partager un peu ces contradictions que j'ai constatées justement à force que ça se produise. Alors, tu feras attention parce que dans ces élans de générosité, les gens vont comprendre que tu es quelqu'un de gentil. Fais gaffe. Ah oui, là, c'est terrible. Ouais, faut que tu dises une saloperie rapidement là. Encore que c'est pas grave parce que j'arrête pas de le dire. C'est juste qu'on me croit pas. Mais là, peut-être. En fait, c'est une opération de communication, ce que je suis en train de faire. Je vais te faire le virement après. Cela dit, d'ailleurs, je me suis dit il n'y a pas longtemps, après je terminerai sur ce sujet-là, mais il y a un autre truc qui est ressorti, c'est que mes notes pour les one-shots sont pas du tout faites pour normalement être consultées par quelqu'un d'autre. Non pas que je le veuille pas, mais c'est pas... moi, je comprends ce que j'ai voulu dire. Oui. C'est pas du tout un truc que je pourrais livrer et faire payer, par exemple. La manière dont c'est rédigé, tout ça, c'est rédigé pour moi. Et donc, parfois, pour certains scénars, si je leur envoie comme ça, les notes,
je sais qu'ils vont pas avoir tous les outils pour le faire. Donc, ils vont me poser des questions, je vais répondre, ou parfois, je vais même restructurer un peu pour que ce que je leur envoie, ça soit quand même exploitable. Et mine de rien, ça me demande un peu de boulot. Mmh. Donc, je me suis dit récemment, il y a certains scénars, en fait, quand on va me demander, je vais dire non. Parce que, mine de rien, ça me prend du temps de Oui, réorganiser, d'envoyer le tout. Des fois, je mets sur un Word, je transforme en PDF. Enfin, c'est des détails, mais mine de rien, voilà, ça me prend aussi un effort de donner tout. bien sûr. Et on est toujours sur un loisir, enfin, c'est pas ton métier, donc forcément que, Exactement. le temps n'étant pas infini, il y a des moments où il faut faire des choix. Exactement, des choix cornéliens, comme dans le Tout à fait. personnel et le viscéral. C'est ça. Est-ce que tu as des actualités à nous partager? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Là, tu es en fin de campagne, j'imagine que tu vas te reposer un peu Ouais, ouais, alors ou tout le pas? monde, mes joueurs se moquent de moi parce que je dis toujours: «Je vais prendre une grosse pause», et en fait, à peine la campagne, elle était terminée, que j'étais déjà en train de penser à la suivante et au point même que j'ai fait un montage et j'ai partagé un teaser de la campagne à mes joueurs, déjà. De la prochaine, c'est terrible. Ils ont le nom de la campagne. Je pouvais pas m'empêcher en fait de cogiter. La fin de cette campagne-là m'a généré plein d'idées pour la prochaine. OK, excellent. Donc j'ai été obligé quand même de les poser, de les écrire sur mon OneNote là, placement de produit. Et je donc je l'ai fait. Maintenant, j'essaye de pas trop me poser dessus. Quand ça me vient, de manière passive, je note, OK, mais je me pose absolument pas sur la prochaine campagne, même si je leur ai quand même demandé des idées de perso et tout ça. Mais voilà, je fais ça du bout des doigts. OK. J'ai quand même déjà pas mal de choses, honnêtement. Je crois que j'ai déjà la première session d'imaginer, potentiellement. D'accord, oui, OK. Mais en fait, voilà. Mais de manière passive. C'est pas comme si je m'étais dit, allez, je me pose tout de suite. Mmh. Donc voilà, moi je vais me poser quand même, je vais quand même faire une pause. Donc je vais pas lancer une prochaine campagne tout de suite. Je suis en joueur actuellement sur la campagne de Gauvin dans l'univers de Nock. OK. C'est en ce moment même, c'est diffusé, enfin publié sur la chaîne. Donc je suis joueur. Mmh. Je joue un dénommé Pavel, qui est le second d'un chef de gang dans l'univers de Nock, OK. qui est un univers à la 1984 de George Orwell, pour faire très simple. C'est ce genre de Ouais. truc. Et puis, je vais aussi être joueur dans une mini-campagne, donc ce sont des mini-campagnes, hein, dans une mini-campagne de Kaku. C'est dans son univers maison, un peu à la Dune, ça, c'est très largement inspiré de Dune, mais ça n'est pas Dune. Et elle m'avait fait jouer une campagne solo, Mmh. et ça se passe 200 ans après la campagne solo que j'ai jouée avec elle. Ah, excellent. Et donc ça va commencer normalement en décembre. Mmh. Donc forcément, ça sera aussi publié sur la chaîne. Il y a eu quelques nouveaux one-shots. Moi, j'ai publié mon dernier one-shot en actual play que je vous invite à écouter, qui s'appelle Peau Neuve, et qui est un peu particulier justement parce que moi, je prépare beaucoup. Normalement, mes scénarios, mes campagnes, j'aime préparer. Mais celui-ci, en fait, c'était lors d'un un after de l'Octogone. J'ai improvisé un scénario complètement. Mmh. Vraiment impro total, et finalement c'était cool, donc je l'ai ajouté à mon répertoire et je l'ai fait rejouer une deuxième fois, et donc c'est sur la chaîne Peau Neuve. OK. Un exercice qui était très très plaisant aussi. Oui. Et puis il est possible que je sois en train de travailler sur l'un de mes 7 projets de one shot ouverts. Ah oui, vraiment du bout des doigts, hein, c'est Ouais, je m'y suis mis assez sérieusement quand même. Mais même mes joueurs ne le savent pas. Ah! OK. Non. On a un demi-scoop alors. Exactement. Pour les auditeurs qui nous écoutent, bien sûr, vous allez retrouver dans la description tous les liens qui vous renvoient sur les chaînes de Lestat. Peut-être même le Discord si tu as envie. Oui, oui. Oui, bien sûr. Et ben vous retrouverez N'hésitez tout pas. ça juste en dessous. Faut s'accrocher sur le Discord. Oui. Il faut absolument que vous soyez adepte du second degré, parce que les balles fusent, ça tire à balles réelles. Oui. Je sais pas si second c'est suffisant, tu vois? Je dirais 4e, 5e. C'est ça. On sait aussi être sérieux, mais bon, la majorité. Encore que j'avoue que c'est assez calme ces derniers temps. Mais bon, venez jeter un œil, et puis au pire, si les balles fusent trop, vous pouvez repartir. Le mec qui vend son truc. Tu veux peut-être la refaire celle-là, non? Parce que là c'est Non, non, c'est bon. Je pense que c'est très représentatif de l'ambiance. j'avoue. Donc il nous reste 2 petites questions. C'est un petit peu la tradition au pays de Jenny, 2 questions qui sont en marge de ce qu'on a pu se dire jusqu'à maintenant. J'ai envie de te demander, si tu étais un animal marin, qu'est-ce que tu serais? Oh la vache, je m'attendais pas à celle-là.
Incroyable. Je j'avoue que je qualifie beaucoup de gens de poulpes, mais je vais pas m'auto-qualifier comme ça. J'ai une blague récurrente avec un de mes potes. Je lui mets toujours le gif du poulpe parce que pour moi, c'est le symbole des invertébrés. OK. Et voilà, c'est un petit scud gentil que je lui sors de temps en temps. Il se reconnaîtra. Tu sais que c'est devenu un symbole en psychologie, le poulpe, Ah de ouais? ces gens qui savent faire une multitude de choses sans jamais approfondir un sujet. Typiquement, les gens qui arrivent pas à trouver, dans quel emploi ils seraient le mieux parce qu'ils font trop de choses dans lesquelles ils sont bons et il y a aucun sujet qui retient assez leur attention pour se professionnaliser dedans. En même temps, les poulpes, je crois, ont 9 cerveaux, c'est ça? Je crois que c'est 9 Ah, cerveaux ou 8 cerveaux, je sais plus. Il faudrait que je demande à mon fils, il arrête pas de me le dire, je sais pas. Il arrête pas de me parler de ça. Il a vu un reportage sur les poulpes, non, véridique en plus. OK, Ils ont de nombreux cerveaux, les OK, poulpes, donc c'est peut-être pour ça. Mais il peut-être. faut pas lui dire ça, moi, en général. Non, si je vous traite de poulpe, c'est que je pense que vous êtes un invertébré, pas que vous avez 9 cerveaux, ou 8. Encore une fois, je sais plus si c'est 8 ou 9. Écoute, moi, je vais plutôt te répondre, je sais pas celui que je serais, mais j'aimerais être un orc. OK, Et je fais la différence parce que c'est un peu facile de choisir un animal comme ça qui est noble. C'est un animal qui envoie du lourd quand même, faut admettre. oui, L'orc, c'est clair. c'est magnifique. Donc, je suis pas en train de dire que je me vois comme tel et que je fais la comparaison. C'est ce que j'aimerais, c'est ce que j'aspirerais en tout cas à être. Moi, j'aime bien me fixer des objectifs. C'est pour ça que j'aime beaucoup le. Je suis parti dans une tangente. Vas-y, vas-y. Les héros dans la mythologie, parce que Ouais. par bien des aspects, en fait, c'est des idéaux. Pour certains, après, en plus, dans les héros mythologiques, il y a des bouchers aussi. Hein. Mais voilà, sur certains aspects, on peut avoir comme ça des idéaux. On ne prétend pas incarner ces idéaux, mais on peut vouloir aspirer à certaines choses et ça donne des trajectoires dans la vie, dans la manière d'agir, des sortes de codes. Parfois, si on n'agit pas comme cet idéal, on se décevrait soi-même Ouais, et donc c'est un peu des garde-fous. OK. Bref, donc je t'avoue que je ne pense pas aux animaux marins quand je me fixe ce genre d'idéal, mais je dirais l'orque parce que l'orque, c'est un peu le taulier. Il nage en confiance dans les eaux parce qu'il n'a pas de prédateur. Mmh. Euh, il est un prédateur, mais en même temps, la famille est très importante. De ce que j'en sais, hein, sans être un expert, mais voilà, en tout cas ceux qui ne sont pas des. Parce qu'il y a des spécimens qui sont errants, dont on me dit d'ailleurs qu'ils sont plus dangereux et qui sont plutôt solo, mais ceux qui Mmh. restent en banc ou en famille, ça reste des mammifères, tu vois, ça c'est important, je pense, Ouais, si je dois te ouais. répondre. Mmh. Cette question m'inspire plus que ce que j'imaginais. C'est incroyable, hein, tu Euh, vu? ah ouais, ouais. Mais justement, voilà, le fait que ce soit un mammifère déjà, c'est important. Il y a forcément une corrélation. Ouais. Et voilà, c'est des prédateurs. Ils sont sur d'eux, ils sont en confiance et en même temps, donc ils peuvent être durs, ils peuvent être méchants si nécessaire. Ils ont cette capacité-là, mais ils ont leur famille et en réalité entre eux, ils jouent ensemble, bah, comme nous on Oui, joue au jeu de rôle, tu vois. c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce contraste qui me plaît beaucoup. Il y a aussi beaucoup de tendresse, je trouve, en tout cas, quand tu regardes, des orques justement jouer ensemble. Malgré cette masse imposante, malgré la puissance qu'on sait qu'ils ont et qu'il leur faut pas grand-chose pour tuer un être humain, les voir jouer ensemble, nager, ça paraît, paisible. Eh ben exactement. Et ben tu vois, ça me permet de rebondir et de terminer ma réponse là-dessus. J'aime vraiment cet aspect dans le cocon familial à l'intérieur. On peut être justement tendre, ami ou avec des amis. On est amicaux, Mmh. on est gentil justement. Mais en même temps, cette capacité dans le monde extérieur d'être dur s'il le faut, d'avoir parfois un peu le goût du sang pour atteindre ses objectifs, pas au sens, c'est plus au sens figuré bien entendu, hein, Bien sûr, oui, oui. mais de savoir avoir du mordant. En off, avant qu'on démarre, je te parlais de ce qui se passait au boulot en ce moment. Mmh. Ben voilà, si j'avais pas mordu, si j'y étais pas allé, si j'étais pas allé au combat, les choses ne se seraient pas passées comme je l'aurais souhaité. Ouais. Donc voilà, c'est être un orc comme il est à l'extérieur et comme il est dans son ensemble familial. OK. Et la toute dernière question pour clôturer cette discussion, le mot de la fin, un mot de la langue française, pas forcément le plus joli, pas forcément celui que tu préfères, pas forcément celui qui a le plus de sens, mais celui qui te passe par la tête là maintenant. Bon, je t'avoue, depuis le début que j'écoute tes podcasts, là, pour le coup, cette question, je l'attendais, mais je l'attendais aussi avec impatience. Donc, je sais depuis longtemps ce que je dirais. Mais pour autant, il n'y aurait pas eu d'hésitation du tout. OK. C'est
onirique. OK. C'est probablement mon mot préféré pour plusieurs raisons. D'abord, je le trouve très beau, Mmh. C'est vrai. intrinsèquement, au son. Et bah, il renvoie au domaine du rêve. Et c'est ce qui, moi, le jeu de rôle est là pour ça. Le jeu de rôle, il est là pour me faire rêver, Oui. pour avoir une part active dans mes rêves, dans mon imaginaire. Donc c'est très, très important. Et autant je vis ma vie de manière très rationnelle, Mmh. très pragmatique. Mmh. Ça rejoint un peu l'orque quand il est en extérieur, tu vois, il doit être pragmatique parce que tout n'est pas rose, Ouais. très organisé, très cartésien. Et en même temps, ce qui me fait aller au monde, c'est cette part de rêve. C'est cette flamme, ce petit chaos qui doit être contenu quand même. Il ne faut pas que ça régisse une vie. Oui. Mais c'est très important de savoir voyager dans sa tête, dans ses rêves, parce qu'ils constituent parfois un moteur, une flamme. Tout à fait. Voilà, on voyage à travers ces onirismes. Mmh. C'est là qu'on se ressource aussi la plupart du temps. Mais exactement. D'où l'importance de cette bulle qu'on peut avoir, un petit peu chacun. Mais exactement. Et en plus, donc c'est un mot qui est très beau. Et il y a une citation, j'avais lu dans un livre de Chateaubriand qui parlait. Alors, ça va pas plaire à certains. Il parlait de Napoléon. Je vais pas faire le comparatif avec Napoléon, mais pourquoi il en parlait? En plus, il ne l'aimait pas. Chateaubriand n'aimait pas Napoléon. Pour OK. autant, il lui reconnaissait ses qualités. Et il partait de Napoléon et il faisait une constatation. Il disait, tous les grands hommes ont ces deux parts importantes, la rationalité et la part de rêve. Mmh. Et donc après, peu importe Napoléon ou un autre, mais en tout cas, c'était le point de départ de sa réflexion. Et j'avais beaucoup aimé justement ce qu'il disait, hein. On rejoint ces idéaux qu'on peut avoir, le héros, tout ça. Et je trouve que c'est un mélange extrêmement efficace d'avoir une rationalité et en même temps de savoir l'alimenter Oui. par le rêve. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. C'est un équilibre, je pense, qui est pas toujours facile à garder, mais qui permet de continuer à avancer et voir, en tout cas personnellement, d'avoir la foi encore, tu vois? J'ai besoin de ces bulles, de rêve pour me recharger en énergie et pour pouvoir être efficace dans le monde réel. Eh ben, tu vois, je suis désolé, je fais un lien avec le nom de ma dernière campagne, Le ciel ici-bas. Mmh. Je trouve que ça reflète pas mal ça. On peut faire un parallèle parce que le rêve, c'est ce qui permet l'élévation. Et quand tu parles Oui. de la foi, qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, hein, c'est une forme de foi, c'est de l'élévation, c'est de l'éthéré. Le rêve, c'est le ciel, là où la terre, c'est plutôt le rationnel qui va vraiment t'ancrer. Mmh. Et je pense que pour marcher sur cette terre de manière efficace, il faut savoir parfois s'élever. Et le rêve est un véhicule tout particulier pour ce faire. On va terminer sur ces mots magnifiques qui résument bien les choses. Ça marche. Un grand merci à toi, Lestat. C'était très cool qu'on inverse un petit peu, sachant que je suis passée 2 fois chez toi. Et bah, c'était cool que tu passes, un Oui. petit peu à la maison. Je te renvoie le compliment. J'ai beaucoup aimé être un invité choyé et je ne me suis pas fait insulter. On va pouvoir le Tu faire vu en ça? off. Voilà, on va vite couper les micros l'enregistrement pour se défouler. Ça marche. Excellent. À très vite. Salut.